À l'issue de cette première semaine, qu'avons-nous appris sur la gravitation? Nous avons vu la théorie de la gravité se développer, depuis Galilée avec l'universalité de la chute des corps, en passant par Newton qui a écrit la loi d'attraction gravitationnelle qui s'applique à tous les corps matériels, qu'ils soient sur Terre ou dans le ciel. Einstein ensuite a intégré les notions d'espace et de temps en développant le concept d'espace-temps qui est central dans la théorie de la relativité. Un autre aspect important de la théorie de la relativité générale est l'équivalence entre champ gravitationnel et système de référence accéléré. Nous avons vu que c'est ce qui permet de comprendre la courbure des rayons lumineux près d'un corps très massif. Et cette courbure des rayons lumineux est liée à un autre concept important de la théorie d'Einstein, qui est la courbure de l'espace-temps. Nous allons maintenant, cette semaine, appliquer la théorie d'Einstein non plus à des corps matériels, non plus à la Terre, au Soleil, aux étoiles, mais à l'univers tout entier, l'univers dans ses plus grandes dimensions. Bienvenue à cette seconde semaine où nous allons commencer à explorer l'univers grâce à la théorie d'Einstein. Théorie dont vous savez tous qu'elle est caractérisée par une équation emblématique. E égale mc carré, qui nous dit que toute masse, représentée ici dans l'équation par m, est une forme d'énergie, représentée par E. Et vous voyez apparaître ici le c de c carré, et le c est un symbole qui représente la vitesse de la lumière. Cette vitesse de la lumière qui joue un rôle central dans le cadre de la première théorie d'Einstein, celle de la relativité restreinte. Et cette équation, effectivement, est une équation qui est associée à la théorie de la relativité restreinte. C'est une équation différente que Einstein a conçue pour la relativité générale. Une équation que je vais résumer de la façon suivante. Qui nous exprime que toute courbure trouve sa source dans une forme d'énergie. Par exemple, nous avons vu la fois dernière que la masse, qui est de l'énergie, courbe l'espace-temps et courbe les rayons lumineux. C'est exprimé donc par cette équation. Alors cette équation a évidemment une forme mathématique. On va l'indiquer simplement pour que vous soyez au point quand vous concevez des nouveaux t-shirts. Donc si vous voulez être à la page, au lieu de E égale mc2, je vous conseille de faire figurer cette formule. Et si vous voulez expliquer autour de vous ce que cela signifie, ici on retrouve quelque chose qui est associé à l'énergie. Ici, quelque chose qui est associé à la courbure. Donc vous voyez que la courbure est définie par l'énergie. Et deux constantes, nous retrouvons la vitesse de la lumière. Donc la relativité générale est une extension de la relativité restreinte et donc fait intervenir la vitesse de la lumière, mais aussi la constante G qui est ici, qui est associée à la force de gravitation, à la force de Newton, et qu'on appelle constante de Newton. Et donc vous voyez que cette équivalence entre courbure et énergie se place dans le cadre de la relativité restreinte, est une théorie de la gravitation, puisque vous voyez apparaître ici la constante de Newton. Revenons maintenant sur cette notion de courbure. Nous avons vu la semaine dernière l'exemple du matelas déformé par une pierre qui déformait les trajectoires des boules lancées sur le matelas. Nous allons prendre un autre exemple
la Terre, la surface terrestre. Imaginez que j'ai deux voyageurs qui partent de deux points de l'équateur et qui suivent des chemins parallèles. Donc celui-ci va suivre un chemin vers le nord et celui-ci aussi un chemin qui débute de façon parallèle vers le nord aussi. Vous imaginez bien que leurs chemins parallèles vont se rencontrer au pôle nord. Donc ça c'est un exemple d'espace courbé. La surface terrestre est un espace courbé. La courbure est mesurée par le rayon de la Terre. Et dans un espace courbé, les droites parallèles se rencontrent. Comme ici, elles se rencontrent. Ici, les chemins parallèles se rencontrent au pôle. Donc ça, c'est un exemple d'effet de la courbure sur les trajectoires, comme la trajectoire que nous avons rencontrée sur le matelas. Et donc nous avons vu la fois dernière que ce type de courbure, qui est induite par exemple par une masse, va courber par exemple les rayons lumineux. Les rayons lumineux sont courbés quand ils passent au voisinage du Soleil par exemple, et c'était une des premières confirmations de la théorie de la relativité générale d'Einstein. La matière courbe donc l'espace-temps. C'est une forme d'énergie associée à une courbure locale de l'espace-temps. La question que va poser Einstein est la suivante. Est-ce que toutes les formes d'énergie qui sont dans l'univers courbent l'univers lui-même dans son ensemble? Et donc il va essayer d'appliquer ces équations, qu'on appelle maintenant équations d'Einstein, que j'ai évoquées il y a quelques minutes, il va essayer de les appliquer à l'ensemble de l'univers. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'était que l'univers à l'époque d'Einstein? Évidemment, c'était le même, mais il était moins bien connu. Et en fait, on ne connaissait qu'une toute petite fraction de cet univers. On croyait, et ceci est résumé par la figure qui est due à l'astronome Herschel, qui date de la fin du XVIIIe siècle, mais les choses avaient peu évolué depuis la fin du XVIIIe siècle. On considérait que l'univers était un ensemble d'étoiles, statiques les unes par rapport aux autres, et entouré d'un grand vide. Donc c'est à cet univers statique, ce que nous appellerions aujourd'hui notre propre galaxie, qu'Einstein a essayé d'appliquer ces équations. Certains avaient proposé qu'il y ait des objets astrophysiques au-delà de notre ensemble d'étoiles, au-delà de notre galaxie. Le grand philosophe Emmanuel Kant, par exemple, considérait que les nébuleuses qu'on observait, comme la nébuleuse d'Andromède, vous voyez ici un cliché, un des premiers clichés fait à la fin du XIXe siècle par l'astronome Isaac Roberts, de cette nébuleuse d'Andromède, Kant proposait que ces nébuleuses soient en fait des objets au-delà de notre galaxie. Mais disons, pour la plupart des gens, il n'y avait pas d'objets astrophysiques au-delà de notre galaxie. Alors les choses changent en 1925 avec la découverte par l'astrophysicien américain Edwin Hubble que certains objets sont à des distances bien supérieures à ce qu'on imaginait être la taille de notre galaxie. Et donc ces objets étaient de nature, on dit, extragalactique, c'est-à-dire hors de notre galaxie. Alors pour ce faire, Edwin Hubble a utilisé un télescope qu'on appelle le télescope du mont Wilson, qui est l'endroit de l'observatoire où était placé ce télescope, et a étudié des étoiles variables qu'on appelle les céphéides. Et c'est en étudiant ces étoiles variables qu'il s'est rendu compte que ces étoiles variables qui étaient dans la nébuleuse d'Andromède étaient à des distances bien supérieures à tout ce qu'on pouvait imaginer et donc étaient de nature extragalactique. Et c'est donc la découverte des premiers objets ou la confirmation de l'hypothèse faite par Emmanuel Kant de la nature extragalactique de certains objets. Donc comment savoir que des objets qui sont très éloignés de nous s'éloignent de nous? Pour cela, on utilise un effet qu'on appelle l'effet Doppler, qu'on va illustrer de façon différente avant d'en venir à la mesure qui a été faite par Hubble en 1929. Je vais commencer par vous demander d'écouter une séquence sonore. Alors fermez les yeux, écoutez la séquence et imaginez ce qui est en train de se passer.
Donc ce que vous avez imaginé pendant cette séquence, c'est une voiture de police qui se rapproche de nous, qui ensuite s'éloigne de nous. Et l'effet physique qui vous a donné conscience de ce rapprochement et de cet éloignement, c'est la fréquence du son. La fréquence du son a évolué, le son était plus aigu au début, plus grave ensuite. Et cet effet, dans le domaine acoustique, est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Il y a un effet tout à fait similaire pour la lumière. Et comme la fréquence de la lumière est associée à la couleur, eh bien, des étoiles qui s'éloignent de nous vont émettre dans une fréquence un petit peu décalée, comme la fréquence de l'onde sonore de la voiture de police, si l'étoile s'éloigne de nous, ou décalée dans l'autre sens, si l'étoile se rapproche de nous. C'est ce qu'on appelle, quand il y a éloignement, le décalage vers la fréquence rouge, vers la couleur rouge, ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, et c'est ce décalage qu'a observé Edwin Hubble en 1929 et qui nous a indiqué que les étoiles et les galaxies s'éloignent de nous à cause de l'expansion de l'univers. Essayons de préciser un petit peu cette notion d'univers en expansion. Alors l'exemple classique est celui d'un ballon qu'on gonfle. Donc je vais prendre un ballon, essayer de le gonfler. Et donc le ballon va représenter l'univers et quand je gonfle ce ballon, l'univers est en expansion. Alors on va faire après une petite expérience sur ce ballon. Je vais commencer par le gonfler un petit peu. Donc voici notre univers au début de son expansion. Et je vais repérer sur cet univers deux galaxies. Une ici et une ici, qui sont à une certaine distance. Et maintenant, l'expansion continue. Je continue à gonfler. Et vous voyez que mécaniquement, à cause de l'expansion de l'univers, la distance entre les deux galaxies a augmenté, même si chacune des deux galaxies est restée immobile en chacun des deux points du ballon. Donc, c'est de cette façon-là qu'on comprend comment deux galaxies s'éloignent à cause de l'expansion de l'univers. Alors, une question qu'on pose souvent, c'est de savoir pourquoi les étoiles dans notre galaxie ne s'éloignent pas de nous à cause de l'expansion de l'univers. Alors, il faut comprendre. Donc, je vais représenter notre galaxie sur ce ballon. Vous avez toute une série d'étoiles ici qui représentent notre galaxie. Et il y a deux effets qui s'ajoutent. Un effet qui est l'effet de toute l'énergie qui est dans l'univers, et puis un effet d'attraction des étoiles les unes avec les autres au sein de notre galaxie. Cet effet est suffisamment important pour dominer, un petit peu comme imaginez qu'ici, en chaque point, j'ai mis une tache de peinture. La tache de peinture ne va pas se déformer quand je gonfle le ballon. Eh bien, un petit peu de la même façon, à cause de l'attraction locale entre les étoiles de notre galaxie, ces étoiles vont rester statiques les unes par rapport aux autres et vont simplement s'éloigner d'étoiles d'une autre galaxie. Donc pour conclure, passons en revue les concepts introduits dans cette séquence. Nous avons vu les équations d'Einstein de la relativité générale qui relient courbure et énergie. Au début du XXe siècle, en 1925, on a découvert des objets hors de notre galaxie, les objets extragalactiques. Il y a donc d'autres galaxies à part la nôtre. Et en 1929, on a découvert que ces autres galaxies s'éloignent de nous. Et donc c'est le signe que l'univers est en expansion et donc que les distances entre deux points donnés, deux galaxies données, augmentent avec le temps. Les étoiles de notre galaxie, elles, ne s'éloignent pas de nous parce qu'elles sont attirées localement par l'ensemble de la matière que forme notre galaxie.